Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer. La fois passée, nous avons vu le chapitre des acides aminés, des petites et protéines. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer ce chapitre toujours. D'accord? Nous sommes arrêtés à physico-chimie des acides aminés. Nous avons vu la stéréoisomérie. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. D'accord? Compléter les propriétés physico-chimiques. Et juste avant, d'accord, je voulais revenir sur un point qu'on a vu la fois passée, et qui concerne la classification des acides aminés selon qu'ils soient essentiels ou pas essentiels. Vous vous souvenez? D'accord? Voilà. Donc, dans la question, on a dit qu'on place les acides aminés en plusieurs catégories dépendant de leur caractère essentiel ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Est-ce qu'ils sont synthétisés par l'organisme ou bien ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, mais de ce fait, ils doivent être apportés obligatoirement par l'alimentation. Donc, on avait dit qu'il y avait des acides aminés qu'on appelait les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels. Ces acides aminés essentiels ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme. Ils doivent absolument être apportés par l'alimentation. Et voilà, donc vous avez la leucine, théanine, lysine, tryptophane, phénylalanine, valine, méthionine et isoleucine. Donc ça ne change pas, on ne va pas passer. Donc il y a cette phrase-là pour les retenir. Donc le Frédéric Tristan fait vachement méditer isoleucine. D'accord? Voilà, donc pour ça, concernant les acides aminés essentiels. Les aminés essentiels ne peuvent pas être produits de manière endogène par l'organisme, ils doivent être apportés absolument par l'alimentation. D'accord? On a vu qu'il y avait un deuxième groupe d'acides aminés, on appelait les acides aminés non essentiels. Non essentiels, c'est-à-dire qu'ils sont produits par l'organisme. D'accord? Donc, ils peuvent être apportés par l'alimentation, mais aussi sont produits de manière endogène par l'organisme. C'est pour ça qu'on les appelle non essentiels. Voilà. Ici, dans ces acides aminés non essentiels, vous avez deux acides aminés sur lesquels j'ai mis un astérix. Vous avez l'histidine et l'arginine. Pourquoi est-ce que j'ai mis un astérix sur l'histidine et l'arginine? En fait, l'histidine et l'arginine, dans certaines conditions, l'histidine et l'arginine, certes, ce sont des acides aminés non essentiels, ça fait produit par l'organisme, mais ils sont produits d'une manière très faible, avec des taux très faibles. Et vous savez, dans certaines conditions, quand l'organisme a besoin de plus d'apport de ces deux acides aminés, l'alimentation devient essentielle. Elle devient essentielle dans certaines conditions. Quelles sont ces deux conditions? Vous avez la croissance et sur la femme enceinte. Donc, quand l'organisme demande plus d'acides aminés, ces deux acides aminés, puisqu'ils sont produits à des taux très faibles, deviennent essentiels. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, l'histidine et l'arginine sont produits à un faible taux par l'organisme. Chez les nourrissons et la femme enceinte, l'histidine et l'arginine deviennent essentiels avec les augmentations des besoins. D'accord? Ça concerne l'histidine et l'arginine. Et si vous faites le compte, il va y avoir deux acides aminés qui manquent, qui sont la tyrosine et la cystine. Tyrosine et cystine. Tyrosine et cystine, on les place. Est-ce qu'on les place ici ou bien on les place ici? Donc, en réalité, l'histidine et la tyrosine et la cystine, on les place dans un troisième groupe qui est appelé acides aminés semi-essentiels. Semi-essentiels. Pourquoi semi-essentiels, s'il vous plaît, messieurs? Qui est avec nous? Pourquoi semi-essentiels? Parce qu'en réalité, certes, ils sont produits dans l'organisme, ils sont produits à partir de méthionine, plutôt de phénylalanine et de méthionine. Donc la tyrosine, elle est produite à partir de la phénylalanine, et la cystine, elle est produite à partir de la méthionine. Ces deux acides aminés, eux-mêmes, sont essentiels. D'accord? Donc s'il n'y a pas de phénylalanine, il n'y a pas de méthionine, il n'y aura pas de tyrosine et cystine. D'accord? Malgré qu'ils sont produits d'une manière endogène, ils sont produits à partir de deux autres acides aminés qui sont essentiels. Et de ce fait, ils sont semi-essentiels. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, nous allons terminer nos propriétés. Donc, nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans les propriétés spectrales. Donc, nous avons vu à celle de l'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les propriétés spectrales, ou bien la coloration des acides aminés, ou bien d'une autre manière, absorption de la lumière
par les acides aminés. Donc vous savez quand un composé chimique est dit, il est coloré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce composé-là, lorsqu'on le met dans une solution, cette solution va se colorer. Par exemple, on va se colorer en bleu. D'accord? Mais physiquement, qu'est-ce que ça veut dire physiquement, cette coloration bleue? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce composé absorbe, si on dit en donne un faisceau lumineux blanc qui contient toutes les longueurs d'onde, vous savez que la lumière blanche contient toutes les longueurs d'onde. Donc si on lui donne un faisceau lumineux blanc, d'accord, il va absorber toutes les lumières, donc toutes les longueurs d'onde, sauf le bleu. C'est pour ça qu'il nous apparaît bleu. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une absorption de la lumière. S'il nous apparaît noir, ça veut dire qu'il absorbe tous les faisceaux. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'il est opaque. Et si c'est transparent, ça veut dire qu'il nous observe, qu'il nous absorbe rien. C'est pour ça que cette lumière blanche nous revient, donc il nous apparaît transparent. D'accord? Voilà. Donc si on met un composé chimique donné dans une cube de mesure, d'accord? Si ce composé-là, il est coloré, donc on va lui émettre une longueur d'onde I0, plutôt un faisceau lumineux d'une intensité I0, une partie de cette lumière va être absorbée et l'autre partie va être diffusée. Donc ça, c'est dans le cas où le composé absorbe. S'il n'absorbe pas, ça veut dire qu'il est transparent, donc l'intensité I0 sera égale à l'intensité I0 à la sortie de la cube. Et si il est complètement opaque, donc à la sortie de la cube, l'intensité sera égale à 0. D'accord? Il n'y aura plus d'intensité, toute la lumière sera absorbée. Maintenant, concernant les acides aminés, donc il faut savoir que les acides aminés ne sont pas colorés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'absorbent pas dans le visible. Ils n'absorbent pas la lumière dans le visible. D'accord? Par contre, ils absorbent la lumière dans l'UV lointain. Ils absorbent la lumière dans l'UV lointain. Ils absorbent dans l'UV lointain. L'UV, c'est des longueurs d'onde un petit peu faibles par rapport au visible. D'accord? Donc, la plupart des acides aminés absorbent à une longueur d'onde inférieure à 230 nanomètres. 230 nanomètres. Donc, il y a des particularités. Vous avez la tyrosine et le tryptophane. C'est très important, hein, il faut vous rappeler de ça. Tyrosine, tryptophane absorbe à 280 nanomètres, toujours en UV. Tyrosine, tryptophane à 280 nanomètres. Et vous avez phénylalanine à 260 nanomètres. Donc, tyrosine, tryptophane à 280 nanomètres et phénylalanine 260 nanomètres. Vous voyez ici, si on trace une courbe des absorbances, ça veut dire l'absorbance de la lumière en fonction de la longueur d'onde, vous voyez que le tryptophane, si on extrapole ici, il absorbe à 280 comme on avait dit. Donc le pic d'absorption, c'est à 280. D'accord? Tyrosine, aussi 280. Donc vous avez tryptophane, tyrosine à 280. Et vous avez la phénylalanine qui est à 260 nanomètres. D'accord? Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on se met à voir si c'est possible de la lumière ou pas? À quoi ça va servir? En réalité, ça va servir à quoi? Ça va servir d'une part à doser ces acides aminés. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle dans la chimie analytique, ce qu'on appelle le dosage en spectrophotométrie. D'accord? Donc, on va utiliser cette absorbance de lumière, la quantité d'absorption de la lumière, pour avoir un repli sur la concentration de ces acides aminés. Ça, d'une part. Et deuxièmement, on va les identifier. Par exemple, si on a une protéine qui absorbe à 280 nanomètres, ça veut dire qu'elle obligatoirement contient de la tyrosine. Si elle absorbe à 260, ça veut dire qu'elle contient de la phénylalanine. D'accord? Donc, on va utiliser cette particularité dans les méthodes d'étude des acides aminés. Est-ce que tout le monde a compris? Y a-t-il des questions? Ça va? Vous avez compris? Parfait. Maintenant, on va continuer. Ok? Et on va passer à l'ionisation des acides aminés. Donc, il faut suivre avec moi, parce que c'est ce point-là qui est le plus important. On revient à chaque fois dans les exercices qu'on démarre. D'accord? Il faut suivre avec l'ionisation des acides aminés. Donc, vous vous souvenez, la fois passée, on avait dit qu'on classait certains acides aminés en acides aminés polaires ionisables et acides aminés polaires non ionisables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui, le champ radical s'ionise, il y en a d'autres sur la Terre qui n'est pas ionisé. Mais en réalité, si on prend les acides aminés, en plus de la champ radical, ils contiennent tous le CO
H et 1 H3 qui sont liés au carbone alpha. D'accord? Donc en plus de leur chaîne R, ils peuvent tout le temps être ionisés par leur carbone alpha. D'accord? Alors COH et 1 H2 qui sont liés à leur carbone alpha. D'accord? Maintenant, on va savoir dans cette partie-là quand est-ce qu'ils sont ionisés, à quelle période ils sont ionisés, à quelle période ils sont ionisés. On va voir ça. Okay? Alors, donc, comme on avait dit que les aminoacides possèdent deux groupements ionisables en solution et à pH déterminé. Tous les acides aminés possèdent deux groupements susceptibles d'être ionisés à un pH donné. Quels sont ces groupements alors? Voilà, très bien. Donc, vous avez le groupement ici, COH, et le groupement amine NH2. Donc, le COH peut perdre son proton et se ioniser en négatif, et le NH2 peut acquérir un proton et s'ioniser la charge positive. D'accord? Donc, la fonction acide, donc deux groupements, la fonction acide et la fonction basique. D'accord? Donc, ces groupements-là, où est-ce qu'ils sont situés? Où est-ce qu'ils sont situés, ces groupements? Ils sont attachés à quoi? Voilà, donc nous avons vu maintenant que tous les acides aminés avaient ces deux groupements-là, et que ces deux groupements-là étaient liés au carbone alpha. D'accord? Mais on avait dit aussi que certains acides aminés, en plus de leur carbone alpha, vous avez ces groupements-là, certains avaient ces groupements-là dans leur chaîne latérale. D'accord? Voilà. Donc ces groupements-là sont situés sur le carbone alpha, comme on vient de le voir pour tous les acides aminés, et pour certains aminoacides aussi dans leur chaîne latérale. Donc vous voyez ici, vous voyez un acide aminé, un exemple, un prototype d'acide aminé, vous avez le carbone alpha ici, vous avez le carbone alpha qui est lié à la fonction carboxyle, vous voyez ici, elle est ionisée à la perte du sang H, une charge négative, et vous avez la fonction amine, ici elle est ionisée, elle a un proton et elle porte une charge positive. Pour certains acides aminés, vous pouvez retrouver ces deux mouvements dans la chaîne latérale. D'accord? Donc quand on dit un acide aminé en solution qui est ionisée, il est ionisé par ces deux groupements, plus éventuellement, s'il y a des groupements dans la chaîne latérale. De ce fait, donc vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que plus les acides aminés contiennent des groupements acides et des groupements acides, et des groupements basiques, donc ils peuvent, à un pH donné, agir soit comme des acides, soit comme des bases. D'accord? Donc ils agissent comme des acides, et en même temps ils peuvent agir aussi comme des bases, selon le pH. D'accord? Et de ce fait, donc, en chimie, toute molécule qui agit comme un acide et comme une base en même temps, on l'appelle une molécule amphotère. Une molécule amphotère. Ce qui fait que tous les acides aminés, ce sont des molécules amphotères. Souvenez-vous de ça. D'accord? Tous les acides aminés sont des molécules amphotères. Donc ils peuvent agir comme des acides et comme des bases. Acide par la fonction COH, en cédant un proton, vous savez qu'un acide va céder un proton pour acidifier le milieu. Donc en cédant un proton et en se chargeant négativement. C'est au point. En base par la fonction basique, en acceptant un proton et en se chargeant positivement dans un H3+. D'accord? Et de ce fait, les acides aminés sont dits des molécules amphotères. Amphotères. D'accord? Maintenant, donc on sait que les acides aminés peuvent se charger positivement ou négativement. Maintenant, il faut savoir à quel moment ces acides aminés vont être positifs et à quel moment ces acides aminés vont être négatifs. D'accord? Pour savoir ça, il faut connaître une notion qu'on appelle la notion du pH isoélectrique. Notion du pH isoélectrique, ou bien le pHI. pHI. Qu'est-ce que c'est que le pH? Le pH isoélectrique. Il faut savoir que chaque acide aminé a un pHI déterminé. D'accord? Donc les acides aminés n'ont pas tous le même pH. Chaque acide aminé a un pHI déterminé. Qu'est-ce que c'est que le pH? Donc, tous les acides aminés possèdent un pH isoélectrique ou pHI. Le pHI, ou pH isoélectrique, c'est le pH de la solution, c'est le pH de la solution à partir duquel, plutôt, le pH de la solution auquel l'acide aminé en solution a une charge nette qui est nulle. D'accord? Donc, le pHI, c'est quoi? C'est le pH de la solution auquel les charges, la charge nette, le total des charges du
supposer que l'acide aminé est égal à 0. D'accord? Donc, si on met un acide aminé donné dans une solution, donc le pH de cette solution est le même que le pH de l'acide aminé, donc l'acide aminé, quand on va le mettre à l'intérieur, il va être en charge nucléaire, elle est égale à 0. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chargé, ça veut dire qu'il y a autant de charges positives que de charges négatives. D'accord? Ça, c'est le pH. Donc, pHI, c'est le pH pour lequel l'acide aminé en solution a une charge nette nulle. Donc, somme des charges intramoléculaires est égale à 0. D'accord? Donc, l'acide aminé apparaît à ce pH comme étant neutre. Mais à l'intérieur, si on ouvre sa structure, on va voir, par exemple, il a une charge négative, une charge positive. La totale est égale à 0. Donc, l'acide aminé va être considéré comme il a une charge 0, mais en réalité, il y a des charges négatives, des charges positives qui sont égales. Comment est-ce qu'on appelle cet état-là? Un acide aminé, donc les charges internes sont égales à 0, on l'appelle zwitterion. Zwitterion. En chimie, on appelle ça zwitterion. D'accord? Parce que nous, on appelle ça zwitterion. Donc, le zwitterion possède autant de charges positives que de charges négatives. D'accord? Donc, ces charges positives et négatives, comme on l'avait dit, sont portées par le groupe carboxyle qui est chargé négativement, le groupe amine qui est chargé positivement, et les groupes ionisables de la chaîne latérale L. D'accord? Est-ce que vous avez compris jusqu'à peu? Non, qu'est-ce qu'on a dit? Qui est là-bas? Le pH, il n'a pas compris le pH. On va voir ça. Donc, on avait dit que tous les acides aminés peuvent être ionisés. D'accord? Ils peuvent porter des charges positives et des charges négatives. Prenez par exemple un acide aminé qui a un groupement COH dans la chaîne latérale R. À un pH donné, si on le met dans un pH basique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les deux fonctions carboxyliques vont porter une charge négative. D'accord? Donc, si on fait le compte de toutes les charges de cet acide aminé, on aura une charge globale qui est égale à moins 2. Égale à moins 2. D'accord? Maintenant, on va chercher quel est le pH de la solution qu'il faut avoir pour que l'acide aminé ait une charge totale est égale à 0. D'accord? Ce pH-là, on l'appelle pH cristallinique de l'acide aminé. Si on fait appliquer la solution à un pH qui est égal au pH cristallinique, quand on met cet acide aminé à l'intérieur, il va se charger, mais si on fait les comptes des différentes charges là, on aura une charge qui est égale à 0. D'accord? Par exemple, il a deux charges négatives et deux charges positives. Ou bien une charge négative et une charge positive. D'accord? Ok. Donc l'acide aminé, quand il se retrouve dans cet état-là, avec une charge nette totale qui est égale à 0, on l'appelle zwitterion. D'accord? En chimie, on l'appelle zwitterion. D'accord? Est-ce que tout le monde va comprendre? Oui. Parfait. Donc, par exemple, on prend l'exemple de la glycine. Vous avez la glycine, son pHI est égal à 6. Son pHI est égal à 6. Donc, si vous prenez la glycine et vous la mettez dans une solution avec un pH égal à 6, vous aurez 7 ionisations. Vous aurez la ionisation sur le carbone carboxylique, une charge, et vous aurez une ionisation positive sur le groupement amine, une charge. 1 plus 1 moins 1 est égal à 0, donc ça, c'est un zwitterion. Un pH identique, la glycine se transforme en un zwitterion. D'accord? La même chose pour l'acide aspartique. Vous voyez, l'acide aspartique, son pHI est égal à 3. pHI est égal à 3. Donc, un pH est égal à 3. Si on met l'acide aspartique dans cette solution-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une charge négative sur le groupement carboxylique porté par le carbone alpha, une charge positive sur l'acide aminé porté par le carbone alpha, mais cette fonction carboxylique-là, elle ne sera pas ionisée. D'accord? Et de ce fait, vous aurez 1 plus 1 moins 1, vous aurez 0. Donc, à pH est égal à 3, l'acide aspartique sera quand même zwitterion. D'accord? Vous voyez ici qu'il y a une différence. Vous voyez ici, pHI de la glycine est égal à 6 et pHI de l'acide aspartique est égal à 3. Pourquoi cette différence-là? Vous voyez que le pHI de l'acide aspartique est beaucoup plus acide que celui de la glycine. Alors, pourquoi? Pardon, dis-moi. Voilà, en quelque sorte. Parce que tout simplement, l'acide aspartique, c'est un acide. C'est un acide. D'accord? Pour qu'il ne soit pas chargé, il faut le mettre dans une solution qui est plus acide que lui. D'accord? Pour qu'il ne réagisse pas comme un acide. D'accord? Comme un acide. Ok? Très bien. La glycine est considérée comme un acide neutre et du coup, le pH est égal à 6. Donc, vous allez comprendre ça bien dans ce qui va suivre. D'accord? Voilà. Maintenant, on sait ce que c'est que le pH. On sait ce que c'est que le pH.
Maintenant, on va passer à une deuxième notion, une autre notion qui est la notion de PKB, PKA et PKR. PKB, PKA et PKR. Donc, je suis sûr que vous avez fait ça en terminant. PKB, PKA et PKR. Il faut savoir que chaque acide aminé, c'est pas de la chimie, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas faire tout ça, tout produit dans la chimie. Ok? Donc, il faut savoir que chaque acide aminé, en plus du pH, ça y est, le pH est de l'autre côté, chaque acide aminé, il a un PKB, quand on dit PKB, ça c'est pour le groupement base, ou bien pour le groupement 1H2, qui est lié au carbone alpha. Donc PKB, c'est pour 1H2 lié au carbone alpha. D'accord? PKB. Il a un PKA. PKA, c'est pour la fonction acide liée au carbone alpha. Fonction acide liée au carbone alpha. Et vous avez PKR. Voilà, PKR, c'est pour le groupement acide basique, s'il existe dans la chaîne latérale R. Si un acide aminé ne contient pas de groupement dans la chaîne latérale R, il n'aura pas de PKR, il aura seulement PKB et PK. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà, vous voyez ici un exemple d'un acide aminé. Vous voyez un acide aminé, son carbone alpha. Le PKA, c'est pour la fonction carboxylique qui est liée au carbone alpha. Le PKB, c'est pour la fonction amine qui est liée au carbone alpha. Et vous avez le PKR, éventuellement, si l'acide aminé contient un groupement amine ou bien carboxylique dans la chaîne latérale. Très bien. Vous voyez ici, PKA, on a dit qu'il est égal à peu près à 2, et le PKB est égal à peu près pour tous les acides aminés à 9,5. Bon, une synthèse, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le PKB, PKR, PKA? Qu'est-ce que c'est PK? Donc, PK, en réalité, c'est quoi? C'est le pH de demi-dissociation. pH de demi-dissociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le pH à partir duquel, c'est le pH, si on veut varier dans une solution de pH, à un certain moment, on va arriver à pKa. pH égal à pKa. C'est le pH à partir duquel, par exemple, pKa, c'est le pH à partir duquel la moitié des acides aminés est sous forme COO- et l'autre moitié est sous forme COOH. D'accord? Donc, pour faire plus simple, c'est le pH à partir duquel la fonction carboxylique, pKa, c'est le pH à partir duquel la fonction carboxylique va s'ioniser. D'accord? PKB, la même chose. C'est le pH à partir duquel la fonction amine va commencer à s'ioniser. Et le PKR, c'est le pH à partir duquel la fonction qui est portée dans le groupement, dans la chaîne latérale A, va commencer à s'ioniser. Donc, si on fait varier un petit peu le pH, à un certain moment, on va arriver à PKR. À partir de ce pH-là, la fonction carboxylique va se transformer en CO- et en COH. D'accord? Si on reprend le pH, on va arriver au PKB, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. On va voir ça en détail. On prend par exemple la glycine. On prend par exemple la glycine. La glycine. Glycine, elle contient les deux groupements COH et NH2 portés par le carbone alpha. Donc, elle a un pKa qui est égal à 2,34. On a un pKb qui est égal à 9,6. Elle n'a pas de groupement dans la chaîne latérale. D'accord? Donc, vous savez, elle n'a pas de pKa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de pKa. D'accord? Très bien. Si on prend maintenant un axe, donc si on met cette glycine-là, on va la mettre dans une solution d'eau. Et on fait varier le pH de cette solution du pH très très faible à un pH très élevé. Et on va voir ce qui va arriver à cette glycine-là. D'accord? Donc au début, lorsque le pH est très très faible, le pH est très faible. Donc le pH il est inférieur au pKa, il est inférieur au pKb. Vous êtes d'accord avec moi? Par exemple, supposons que le pH ici est égal à 1. Donc la solution est très acide. D'accord? Donc le pH est inférieur au pKa, il est inférieur au pKb. D'accord? Donc la glycine, comment elle va s'ioniser? Donc on prend tout d'abord le groupement amine ici. Donc le groupement amine, puisque c'est une base, donc si on la met dans une solution qui est acide, qu'est-ce qu'elle va faire cette base? Est-ce qu'elle va agir comme une base ou pas? Si vous prenez une base, vous la mettez dans une solution qui est acide. Est-ce qu'elle va agir comme une base ou pas? Oui, elle va agir comme une base, parce que la solution est favorable. Vous avez un acide à côté ou bien elle est une base. Elle va agir comme une base. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va accepter tout le produit que la solution acide va lui donner. D'accord? Et de ce fait, elle va se charger positivement. D'accord? Donc, un pH très faible, la base ici va
acquérir un proton, il va se charger positivement. D'accord? Très bien. Donc vous avez ici une charge nu qui est égale à plus 1. Et si on part, voilà le COH. Le COH c'est un acide. C'est un acide. Si on le met dans une solution qui est très acide, qui est plus acide que le COH lui-même, d'accord? Donc la solution est plus acide que le groupon lui-même. Est-ce que le groupon va agir comme un acide? Non. Il est faible par rapport à la solution et le CV ne va pas pouvoir céder son proton, il va le garder. Parce que la solution elle-même elle est très acide. Il y a beaucoup de protons à l'intérieur qui ne va pas pouvoir céder son proton. D'accord? Et le CV a un pH très très faible. Qu'est-ce qui va le COH ne va pas être ionisé, va garder son H qui va être nul. D'accord? Donc, à un pH très faible, la charge totale, 1 plus 0, donc, c'est égal à plus 1. D'accord? Maintenant, on va augmenter le pH de la solution. On va augmenter un petit peu le pH de la solution jusqu'à arriver au pKa. D'accord? On arrive au pKa, donc pH est égal au pKa, est égal à 2,34. Qu'est-ce qui va y arriver? On va toujours voir cette fonction amine-là. Donc, fonction amine, c'est une base, elle se retrouve toujours dans un milieu acide. Est-ce qu'elle va continuer à agir comme une base ou pas? Elle va continuer à agir comme une base, parce qu'elle est toujours dans un milieu acide. D'accord. Par contre, le COH là-dedans, quand on va arriver à un pH qui est égal au pKa, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le COH va être plus fort que la solution. D'accord? Donc, pour qu'on arrive au pH égal pKa, le groupement acide là, il va devenir plus acide que la solution. Pourquoi? Parce que le pH de la solution est supérieur au pKa. D'accord? Et de ce fait, l'acide, là, il dit oui, je suis plus fort que la solution, je vais ajouter un acide et il va céder son corps. Donc, à partir du pKa, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la fonction amine qui sera ionisée et la fonction acide qui sera ionisée aussi. Pourquoi? Parce que le pH de la solution est moins acide que le pKa. Est-ce que vous avez compris? Je crois que vous n'avez pas compris. D'accord. On va recommencer. Si vous suivez avec moi, c'est très important. Donc, si on met la glycine à un pH très très faible, essayez d'imaginer si on met la glycine dans un pH très très faible, on va voir groupement par groupement. Le groupement amine, toute base donnée, si vous la mettez dans un milieu acide, elle va agir comme une base. Elle sera dans un certain endroit, elle va agir comme une base, donc elle va acquérir des protons. Donc vous êtes d'accord avec moi? La fonction amine ici va agir comme une base et elle va acquérir un proton. Elle va être chargée positivement. On est là. Maintenant, on va voir la fonction acide, fonction carboxyle. Fonction carboxyle, on va la mettre dans une solution qui est très acide. Donc vous avez un acide que vous allez mettre dans une solution qui est très acide. Est-ce que l'acide va réagir ou pas? Il ne va pas réagir. D'accord? Un acide, si vous le mettez dans une solution acide, ne réagit pas. Pourquoi? Parce que la solution est déjà acide. Il y a beaucoup de protons à l'intérieur. Donc le COH ne peut pas céder son proton. Donc il va le garder. Donc un pH très faible, vous avez la fonction amine qui est chargée positivement et la fonction carboxyle qui n'est pas chargée. D'accord? Est-ce que tout le monde est OK pour ce point? Dites-moi OK ou pas? D'accord? Maintenant, on va augmenter le pH de la solution. La glycine, elle est toujours à l'intérieur de la solution. Et on va augmenter le pH de la solution. On va rejeter le pH de la solution. Donc on va le rendre un petit peu basique. Jusqu'à arriver à un pH qui est égal au pKa. pH égal au pKa qui est égal à 2,34. Donc alors le pH jusqu'à arriver à un pH égal à 2,34. 2,34 c'est égal au pKa. pKa maintenant correspond à la fonction carboxylique portée par le carbone à cette fonction-là. D'accord? Quand on arrive au pKa, qui est égal à 2,34, donc ça veut dire qu'on est arrivé à la constante de demi-dissociation du groupement COH. D'accord? Cela veut dire quoi? À partir de ce pH, ce groupement-là va commencer à s'ioniser. D'accord? Va commencer à s'ioniser. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le COH à un pH égal à 2,34 va devenir plus fort que la solution. Donc il va devenir plus acide que la solution, donc il va céder son corps. D'accord? Voilà, donc à partir de ce pKa, on aura et la ionisation ici, pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un milieu acide, la base va acquérir le proton. Et ce OH ici va agir comme un acide et va commencer à s'ioniser. D'accord? Ok. Très bien. Donc ici, vous voyez qu'on a une charge nette, une charge totale.
qui est égal à plus 1, et ici vous avez une charge qui est égale à 0. Maintenant, si on continue, on augmente encore le pH, donc on va rendre le milieu encore plus basique. D'accord? Qu'est-ce qu'il va y avoir? À un certain moment, on va atteindre le pH est égal à 1,6. À un certain moment, on va atteindre le pKb, le pK. Donc vous voyez ici, le pH est égal à 9,6. Donc c'est un milieu qui est basique. Donc on est dans un milieu basique. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc la fonction acide, est-ce qu'elle va céder son proton dans un milieu basique? Oui. D'accord, parce qu'elle est acide. Donc elle continue à céder son proton. Donc elle va être toujours ionisée. D'accord? Par contre, la fonction amide, quand on va arriver au pH qui est égal à son pKb, donc ça constitue de demi-dissociation, la base va dire, au sol, je suis dans un milieu qui est plus basique que moi, donc je ne vais plus accéder de proton. Donc elle va plus ioniser. D'accord? Et à ce moment-là, à partir du pKb, qu'est-ce qu'on aura? On aura la fonction acide qui est ionisée et la fonction basique qui ne s'ionise plus. D'accord? Et on aura une charge totale qui est égale à moins 1. D'accord? Qui est égale à moins 1. Est-ce que tout le monde a compris? Parfait. Oui? Oui. Recommencez quand? Oui. Non, pas tout à fait ça. Donc ça, c'est second pour schématiser, mais on peut considérer ça. Un génie. On va revenir au pH. D'accord? Donc quand je schématise ça, on peut pas dire c'est de manière parfaite. Mais en réalité, dans la chimie, donc ici, vous avez toujours la majorité des formes qui est sous forme COO-1, mais vous avez toujours quelques formes qui sont sous forme COOH. Plus on va vers la valeur basse, plus sur la ionisation. Mais ça, pour schématiser, on va schématiser comme ça. D'accord? Maintenant, votre camarade nous a dit où est-ce qu'il est le pH. Donc logiquement, le pH, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il se trouve ici? Est-ce qu'il se trouve ici? Ou bien est-ce qu'il se trouve ici? Voilà, il se trouve ici lorsque l'acide aminé est sous forme de deutérium, égal 0. D'accord? Maintenant, il faut qu'on le calcule précisément. Quel est le pH qui est égal au pH? Donc, logiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Parfait, vous avez compris. Donc, on va faire pKa, pH qui est égal à quoi? pKa plus pKb divisé par 2. Et on aura le pH. C'est simple. D'accord? Voilà. Donc, d'une manière générale, donc, vous pouvez faire sortir tous les pH de cette manière-là. Mais d'une manière générale, quand il s'agit d'un acide aminé neutre, ça veut dire qu'il ne contient ni COH ni un atome dans sa charge latérale. Le pH est égal toujours au pKa, pKb divisé par 2. Lorsque l'acide aminé est égal à c'est un acide aminé neutre, ça veut dire qu'il ne contient pas de groupement amine ou de groupement acide dans sa charge latérale. Le pH est égal pKb plus pKa divisé par 2. D'accord, d'une manière générale. Maintenant, si l'acide aminé contient un groupement acide ou bien amine dans sa fonction latérale, dans sa chaîne latérale, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on va voir. D'accord? Est-ce que c'est OK pour les acides aminés neutres? Tout le monde a compris? C'est très très important. Je dis, je le répète. Il faut bien maîtriser ça. Oui. Pardon? Comment ça va la question? Vous n'êtes pas la même chose. Oui. Oui. La variation du. Mais si par contre je vous connais, en solution, il faut mettre un pH qui est égal. Donc on va continuer. Donc on avait dit pH est égal pH égale pKa plus pKb divisé par 2. Dans ce cas-là, est égal à 6. D'accord? Maintenant, supposons que vous avez deux solutions. Une solution, suivez avec moi. Une solution, donc le pH est égal à 2,334, donc le pH est égal au pKa. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, il faut imaginer que ici, les molécules, il n'y a pas des seules molécules, il y a des centaines et des centaines de molécules dans ce animal. D'accord? Donc, dans le pKa, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver un grand nombre de molécules qui sont en forme positive négative. Mais dans le pHi, vous allez trouver toutes les molécules sous forme de positif négatif. Est-ce que vous avez compris? Donc, au pHi, toutes les molécules sont sous forme positive négative. Toutes les molécules ont une charge qui est égale à 0. Mais plus vous vous rapprochez vers un pH faible,
plus le COOH ne va pas agir. Et plus vous vous rapprochez du PKB, plus la fonction amine ne va pas agir, ne va pas être ionisée. D'accord? Ok, vous avez compris. Très bien. Ça, concernant les acides aminés neutres. Okay. On continue. Maintenant, on va passer aux acides aminés qui ne sont pas neutres. Par exemple, ici, l'acide glutamique, c'est un acide aminé qui est acide. Donc, il porte dans sa chaîne latérale une fonction acide. Voilà. Donc, vous voyez ici que l'acide glutamique vient du glutamate, il a un pKa qui est égal à 2,2. pKa, c'est pour la fonction carboxyle qui est liée à la fonction qui est liée à le carbone alpha. D'accord? pKa, c'est pour la fonction carboxyle qui est liée ou bien alpha. Vous avez le pKb qui est égal à 9,8. pKb, c'est pour la fonction amine liée au carbone alpha. Et vous avez, puisqu'il contient un COA en fonction latérale, vous avez pKr qui est égal à 3,9. D'accord? Oui? Non, ça ne veut pas. Donc, si jamais on vous demande un exercice, on va vous donner les pKa, pKb, les pKa. Ok? Très bien. Donc, vous avez 3 pK, pKa, pKb et pK. D'accord? Donc, si on fait la même chose, on met cet acide glutamate dans une solution et on va varier le pH du très faible au plus élevé. D'accord? Donc, normalement, vous pouvez déduire tout seul les cellules chimiques. Donc, au début, on est à un pH très faible, qui est inférieur à pKa, inférieur au pKb et inférieur au pKr. Par exemple, pH 1. Qu'est-ce qui va y arriver? Est-ce que la fonction amine va être ionisée? Oui, elle va être ionisée, elle va acquérir les protons. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un milieu qui est très acide. Est-ce que la fonction carboxyle alpha va être ionisée? Non. Pourquoi? Parce que le pH de la solution est inférieur à ce pK. Donc elle est dans une solution qui est plus acide que sa force d'acide à elle-même. Donc elle va garder son proton. Est-ce que maintenant la fonction carboxyle de la chaîne latérale va s'ioniser? Non aussi. Pourquoi? Parce que aussi le pH de la solution est inférieur à son pK. D'accord? Donc ici on aura une charge totale qui est égale à plus 1. Maintenant on va augmenter un petit peu le pH. On va augmenter un petit peu le pH jusqu'à arriver à quoi? Est-ce qu'on va arriver tout d'abord au pKa ou bien au pKb ou bien au pKr? On va arriver au pKa. Arrivé au pKa, c'est à ce moment-là que la fonction carboxyle du carbone alpha va commencer à s'ioniser. D'accord? Donc on aura toujours la fonction amine qui est ionisée. La fonction carboxyle de la chaîne R, elle ne va pas s'ioniser. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint le pKr. Mais la fonction carboxyle du carbone alpha va s'ioniser. Pourquoi? Parce qu'on a atteint le pK. D'accord? Elle va porter une charge négative, une charge positive, donc la charge totale ici est égale à 0. D'accord? On va augmenter encore plus le pH. On va arriver à quoi? On va arriver au pKr. pKa qui est égal à 3,9. À partir de là, qu'est-ce qui va s'ioniser? C'est cette fonction carboxyle qui va s'ioniser. D'accord? Donc la fonction amine va rester ionisée, la fonction carboxyle alpha va rester ionisée, et la fonction carboxyle de la chaîne latérale va commencer à s'ioniser. Donc on aura un négatif ici, une charge négative ici, une charge positive dans la fonction amine, donc on aura une charge totale qui est égale à moins 1. Très bien. On augmente encore plus le pH jusqu'à arriver à pKb. Arrivé à pKb, ici, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est la fonction amine qui va être touchée. À ce moment-là, la fonction amine ne va plus agir comme une base. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un milieu qui est encore plus basique qu'elle-même. Et du coup, elle ne va plus accepter de charge, elle va se trouver non chargée. Et ici, on a une charge totale qui est égale à moins 2. Donc vous voyez, plus on se rapproche du pH élevé, plus le milieu est basique, plus les charges sont négatives. Et plus le pH est faible, plus les charges sont positives. D'accord? Voilà, donc ici, vous avez ici la charge totale qui est égale à plus 1. Ici, la charge totale qui est égale à 0. Ici, la charge totale qui est égale à moins 1. Ici, moins 2. Alors, où est-ce qu'il est le deutérium? Dans quelle partie? Dans quel intervalle de pH le deutérium? Entre le pKa et le pKr. C'est entre le pKa et le pKr. Et de ce fait, le pH est égal à quoi? Voilà, est égal à pKa plus pKr divisé par. Donc le pH est égal à pKa plus pKr divisé par 2. Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Donc si je vous donne un exercice comme ça, vous pouvez résoudre. Ok? Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui?
Non, concernant les acides aminés, on avait dit d'une manière générale, les acides aminés neutres, on pourra faire pKa, pKb divisé par 2. Mais pour les acides aminés neutres, non neutres, c'est pas, il faut toujours faire ce schéma pour faire sortir le pH. Non, c'est une fonction ça ne va pas être ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire tout ça pour pouvoir situer le pH. Donc, on ne peut pas appliquer cette formule à tous les acides aminés qui ne sont pas neutres. D'accord? Ça, vous pouvez l'appliquer pour les acides aminés acides. D'accord? Pour les acides aminés basiques, vous allez trouver, au lieu du pKa, vous allez trouver pKb. D'accord? Donc, pour les acides, vous allez trouver pKa plus pKa divisé par 2. Et pour les basiques, vous allez trouver pKb plus pKa divisé par 2. Mais il serait mieux de ne pas apprendre de manière automatique, il faut savoir faire sortir la formule directement à partir de l'issue chimique. D'accord? Ok? On va vous prendre. Ok? Vous m'avez compris? Oui. Est-ce que vous êtes censé apprendre les pKr, les pKb, les pH? Non, on n'est pas censé apprendre. Il faut seulement savoir que généralement, les acides neutres, ça se termine neutre entre un pH qui est éventuellement égal à 7, pourquoi parce qu'ils sont neutres. Les acides aminés basiques ont un pH qui est égal à 9, parce qu'ils sont basiques. Et les acides aminés acides ont un pH qui est égal à 3, pas égal, parce qu'ils sont acides. Tout simplement. Mais précisément, on n'avait pas besoin d'apprendre ça. Okay? Oui. Vous commencez? Pourquoi? Oui. En chimie, par exemple, même si vous avez la même fonction acide, on n'a pas toute la même fonction. Parce qu'il n'y a pas seulement la fonction acide qui va être influencée. Vous voyez ici, par exemple, cette fonction acide-là, elle est liée à un seul carbone. Cette fonction-là, elle est liée à 2 carbones. Donc, il y a des forces chimiques qui font que cette fonction-là est plus forte que celle-là. D'accord? Pourquoi? Parce que ces carbones-là, ils ont un effet qui vont accepter chez eux le proton. C'est chimique, vous n'avez pas besoin de savoir. Il faut seulement savoir que, même si c'est la même fonction acide, n'ont pas les mêmes forces. Certains sont plus fortes que d'autres. D'accord? Ok. Très bien. Donc, on va continuer si vous voulez, si vous avez compris. On va continuer. Mademoiselle, vous êtes très, très, très important. Vous pouvez rentrer, mais vous n'allez rien viser. Allez-y. C'est pas grave. Maintenant, on va récapituler. Bon, le point isoélectrique, donc le pH, on avait dit, c'est le pH où un acide aminé se trouve dans sa forme neutre. Ça, c'est le pH. Un pH supérieur au point isoélectrique, on avait dit. Donc le pH est supérieur au pH. D'accord? Les acides aminés forment des. Donc maintenant, plus le pH est supérieur, lorsque le pH est élevé, supérieur au pH, les acides aminés vont se charger négativement. D'accord? Et quand le pH est inférieur au pH, les acides aminés vont se charger positivement. Le pH pour les acides aminés neutres, comme je vous ai dit, à peu près entre 4,8 et 6,3. D'accord? Pour les neutres. 4,8, 6,3. Pour les acides aminés basiques, vous voyez, ça varie entre 7,8 et 10,8. Et pour les acides, ça varie entre 2,7 et 3,2. D'accord? Donc maintenant, vous allez aussi vous demander pourquoi ce pH, à quoi ça va nous servir? Et bien, le pH est très très important. Pourquoi? Parce que la majorité des méthodes d'études qu'on va voir par la suite exploitent cette propriété-là de pH. Donc on va l'utiliser pour séparer généralement les acides aminés par électrophorèse. Donc on va voir ça par la suite. Donc cette caractéristique, ce pH-là, la ionisation des acides aminés va être exploitée, cette particularité va être exploitée pour permettre la séparation des acides aminés quand on a besoin de séparer les acides aminés. D'accord? Ok. Vous voyez ici un tableau un petit peu qui résume les caractéristiques de chaque acide aminé, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir ce tableau, hein, vous n'avez pas à l'apprendre, c'est seulement pour que vous le compreniez. Donc vous voyez ici les acides aminés acides ont un pH qui est acide, les acides aminés basiques ont un pH qui est acide, qui est basique, et les autres acides aminés qui sont considérés comme neutres ont un pH qui est considéré comme neutre. D'accord? Simplement. Est-ce que tout le monde a compris? Très bien. Maintenant on va passer aux propriétés chimiques. On va avancer un petit peu, on va passer aux propriétés chimiques. Propriétés chimiques. Donc on a fini avec les propriétés physiques, on va passer aux propriétés chimiques. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord, puisqu'on a 3 groupements d'acides aminés, donc il y a des propriétés chimiques qui sont liées à chaque groupement. Les propriétés chimiques sont liées au groupement COH. D'accord? Dans cette partie-là, on va voir l'estérification par un alcool. Vous savez que la fonction acide en chimie peut être estérifiée par un alcool.
peut-être sérifié. Vous avez la formation d'amine, qu'on avait vu tout à l'heure, la formation d'amine. La formation d'amine est à la base de la création de la chaîne peptidique. Souvenez-vous de la chaîne peptidique. Ça permet de lier un acide aminé avec un acide aminé. D'accord? On va voir aussi la réaction de décarboxylation, ça veut dire l'enlèvement tout à fait de cette fonction carboxyle. Ensuite, on va voir les propriétés qui sont liées au mouvement NH2. Donc, vous voyez, vous avez la formation de l'imine, ou bien la formation de la base de chiffre, donc réaction avec l'aldéhyde. Vous avez la N-acylation, N-alkylation, ou bien réaction avec le 1-fluoro-2-4-dimethylbenzène, nous allons voir ça. La densilation, la carbamylation, la désamination et la transamination, et la réaction avec la ligne. Ensuite, nous verrons les propriétés qui sont liées à la chaîne latérale, si toutefois cette chaîne latérale est particulière mais pas non. D'accord? Parfait. Tout d'abord, on va commencer avec les propriétés de la fonction carboxyle. Propriétés de la fonction carboxyle. Tout d'abord, estérification par un alcool. Vous savez qu'en chimie, tout alcool peut être estérifié à chaud par un alcool. Par un alcool. Alcool plus acide, nous donne ester. D'accord? Vous voyez ici, donc vous avez un acide aminé avec sa fonction carboxyle. Si vous le faites réagir avec un alcool en milieu un petit peu acide, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir formation de ester. Ester, c'est COOR. COOR. Donc vous avez COOR. Et un départ d'H2O. D'accord? Donc pourquoi est-ce que cette particularité est importante? Parce que tout simplement, vous savez que les esters, les esters généralement sont volatiles. Et les acides aminés ne sont pas volatiles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les transformer extraire en ester pour permettre de les transformer en composés volatiles et pouvoir les étudier par ce qu'on appelle la chromatographie en phase gazeuse. Pourquoi? Parce que la chromatographie en phase gazeuse, elle nécessite des molécules qui sont, pour les étudier, il faut qu'ils soient volatiles. Donc, on va les indirectement, on va les volatiliser et on va étudier la chromatographie en phase gazeuse. D'accord? Volatile, ça veut dire séparant. Comment on dit en arabe volatile? Ça veut dire qu'il passe de la liquide à un état gazeux. D'accord? Dans le temps. Volatile, ça veut dire une en quelque sorte. Ok? Voilà. Donc, en milieu acide et en présence d'alcool, les acides aminés forment des esters. Ces esters sont volatiles. Et sont utilisés pour la séparation des aminoacides par chromatographie en phase gazeuse. Donc, on va former des esters éthyliques généralement. Donc, utilisés aussi dans la synthèse chimique des peptides. Donc, il faut retenir cette chromatographie en phase gazeuse. Donc, on va les transformer en ester pour les transformer en composés volatiles, puis les étudier en chromatographie en phase gazeuse. Vous m'avez compris? Très bien. Maintenant, la formation d'amide. La deuxième propriété, c'est la formation d'amide, ou bien amidification. Donc, vous savez que cette amidification-là, cette propriété chimique, est à la base de la formation de la liaison peptidique. Pourquoi? Parce que tout simplement, la liaison peptidique, ce n'est que la formation d'un amide. D'accord? Liaison peptidique, c'est quoi la liaison peptidique? C'est quoi la liaison peptidique? Voilà, c'est la liaison qui lie les acides aminés entre les peptides et les protéines. D'accord? Donc, c'est en formant des amides que la liaison peptidique va se former. D'accord? Donc, vous voyez ici la fonction carboxyle, ici, de l'acide aminé. Si on la fait réagir avec une amide, ça va nous former un amide. Vous voyez ici, c'est amide. D'accord? Puis ça dépend d'entre eux. Mais pour supposer que ce R, ce mouvement R, c'est un autre acide aminé. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, comme on avait dit que l'acide aminé contient une fonction amide. Donc supposez que cet amide-là, c'est l'amide d'un deuxième acide aminé. Donc il va réagir avec le carboxyde de cet acide aminé, qui vont former, et elle dit c'est quoi? C'est une liaison peptidique. D'accord? C'est une liaison peptidique. Donc la fonction carboxyde des acides aminés réagit avec un groupement amide pour former une amide. Si le groupement amide appartient à un autre acide aminé, il y aura la formation d'une liaison peptidique. D'accord? Donc il faut savoir que dans l'organisme, cette réaction-là se fait en présence d'enzymes spécifiques. Elle ne se fait pas de manière libre, elle se fait en présence de catalyseurs qu'on appelle des enzymes spécifiques. D'accord? Par exemple, la guanine synthétase, ou bien l'asparagine synthétase. Qu'est-ce qu'on va faire? On va former l'amine à partir de l'aspartase. D'accord? Ok. Ça, c'est la deuxième propriété. Maintenant, on passe à la propriété
de décarboxylation. Qu'est-ce que c'est que décarboxylation? On a le nom l'ennemi. C'est carboxylation. Voilà, donc on va enlever la fonction carboxyle, tout simplement. Donc on peut enlever la fonction carboxyle aux acides aminés. On va ici un acide aminé. On va lui enlever cette fonction carboxyle pour se transformer en. Quand on lui enlève la fonction carboxyle, qu'est-ce qui va nous rester? Un amine, donc ça sera un amine, qui sera un acide aminé. Donc on est en amine. D'accord? Plus départ de CO2. Plus départ de CO2. Cette réaction-là peut se faire soit en manière spontanée, chimiquement ou spontanée, ou bien en film qu'on appelle des décarboxylases. D'accord? Maintenant, il faut savoir que cette réaction-là, cette particularité-là, elle est très très importante. La décarboxylation de l'organisme est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle est à la base de la formation de molécules d'intérêt biologique. Par exemple, si on prend par exemple la sérine, et on la décarboxyle, on obtiendra de l'éthanol amine. Éthanol amine, c'est un composé, comme je pense pas que vous l'avez déjà vu. Vous allez le voir dans les lipides complexes. Vous allez voir les lipides complexes. L'éthanol amine, c'est un composé qui est très important dans la formation des lipides complexes. D'accord? Très très important dans la formation des lipides complexes. Ok? Éthanol amine. Si on prend de l'histidine et on la décarboxyle, si on décarboxyle l'histidine, qu'est-ce qu'on obtiendra? On obtiendra de l'histamine. Ce sont de l'histamine. On avait vu la fois passée. L'histamine, c'est un médiateur de l'inflammation, médiateur de l'immunité. L'histamine. Il est responsable aussi de beaucoup d'allergies. Dans le processus allergique, l'histamine est responsable des antihistaminiques. Donc, allergie, on prend des antihistaminiques. D'accord? Et bien, cette histamine-là, elle est obtenue à partir de l'histidine une fois qu'on l'a décarboxylée. D'accord? Vous avez aussi la décarboxylation de l'acide glutamique. La décarboxylation de l'acide glutamique va vous donner ce composé-là, le 4-aminoglutamonique, ou GABA. Le GABA qui est un neurotransmetteur. Vous voyez un petit peu cette décarboxylation, c'est une réaction qui va nous permettre de produire, à partir des acides aminés, des molécules d'intérêt biologique. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Parfait. On continue maintenant. Donc, on a terminé avec la fonction acide ici. On va passer à la fonction amine. On va passer aux propriétés de la fonction amine. D'accord? Vous êtes avec moi, je ne vais pas trop vite. Ça va? Vous allez bien suivre? Ah. Très bien, la fonction amine. La première propriété, c'est la formation de ce qu'on appelle imine. Vous rappelez imine? On a déjà parlé de imine la fois passée. Proline. On avait dit que la proline, c'était un acide aminé particulier. Pourquoi? Parce que son acide, sa fonction amine était une fonction amine secondaire, elle est liée à deux carbones. D'accord? Quand un amine est lié à deux carbones, on l'appelle imine. D'accord? On l'appelle imine. Voyez ici, vous avez donc la formation d'imine, ou bien ce qu'on appelle, c'est la base de chiffre. La base de chiffre. Donc, vous voyez ici, un acide aminé donné avec sa fonction amine ici. D'accord? Si on la fait réagir avec un aldéhyde. Donc, amine plus aldéhyde, ça va nous donner base de chiffre, ça va nous donner imine. D'accord? Acide aminé. Donc, fonction amine plus fonction aldéhyde, ça nous donne une fonction imine. Bien, base de chiffre. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ce composé-là qui est intermédiaire. D'accord? Vous voyez ici le H là-dedans, ce H-là qui va être capté par l'oxygène. D'accord? Ce H va être capté par l'oxygène. Et cette liaison ici va être captée par l'azote. Et ça va former ce composé-là. Mais ce composé-là, c'est un composé intermédiaire. On ne va pas rester. Il va y avoir des barres d'H2O. H plus OH, ça va nous donner H2O. Ça va nous donner ce composé-là. Vous voyez ici un azote qui est lié avec une double liaison à un carbone. D'accord? De l'aldéhyde. Et ce composé-là, on l'appelle la base de J. Donc les groupes NH2 des acides aminés réagissent facilement avec les aldéhydes pour former des molécules appelées les bases de J. Sauf la proline. La proline ne réagit pas. Parce qu'elle est peut-être là, elle est déjà éliminée, donc elle ne pourra pas réagir. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris? Tout le monde a compris?
Parfait. Maintenant, la prochaine propriété qui est la N-acylation. Quand on dit N, c'est comme si on parlait du groupement NH2. NH2, c'est pour ça qu'on dit toujours N-acylation, N-amylation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le groupe N qui va être acylé. C'est le groupement amine qui va être amylé, c'est-à-dire. Donc, quand on dit N-acylation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fixer un acide sur le groupement NH2. D'accord? N-acylation. Quand on parle de N-acylation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va fixer un acide, acylation. Ça veut dire qu'on va fixer un acide sur le groupement NH2. On va voir ce que c'est qu'un acide. Donc, un groupement acide, c'est tout simplement une fonction carboxyle, une fonction acide, pour laquelle on a enlevé, vous savez que la fonction acide c'est COOH. Donc, cette fonction acide, on lui a enlevé son OH. Il n'y a pas bien seulement CO-. D'accord? Ou bien CO. C'est une liaison. D'accord? C'est ça acide. Donc, un groupement acide est un groupement fonctionnel obtenu en enlevant le groupement hydroxyde d'un acide carboxylique. Donc, il nous restera RCO. D'accord? Donc, si on fait réagir donc, ce RCO à un acide aminé, il va y avoir réaction. Donc, c'est la acylation. D'accord? Mais on ne va pas le faire réagir directement. Il faut le transformer en des dérivés halogénures. Donc, les groupements NH2 des acides aminés réagissent avec des halogénures d'acides. Par exemple, des halogénures. Vous savez ce que c'est des halogènes? Vous avez le chlore, le brom, l'iode, etc. D'accord? Donc, quand on dit halogénure d'acide, c'est par exemple RCO chlore, RCO brom, RCO iode, etc. Donc, ces halogénures d'acide peuvent réagir avec le groupement amine des acides aminés. D'accord? Pour former des dérivés qu'on appelle des dérivés N-acylés. Comme ici l'exemple, par exemple, vous avez ici un hydrogénure d'acide. Vous avez ici RCOX, qui s'appelle peut-être soit du chlore, soit du brom. D'accord? Il va réagir avec la fonction amine. D'accord? Ici. Il va y avoir des parts de H halogénure. D'accord? Et il va y avoir la formation de ce dérivé N-acylé. D'accord? Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien suivi ou pas? Donc, la prochaine propriété, c'est la N-avibration. Donc, on avait vu, s'il vous plaît. Donc, on avait vu la N-acylation, et maintenant, nous allons voir la N-avibration. N-avibration. La même chose, donc quand on dit N-avibration, ça veut dire qu'on va aviver la fonction aminée. D'accord? Quand on parle d'avibration, donc, l'un des composés arrive, qui est le plus important, l'un des composés arrive avec lequel on va aviver, on l'appelle le 1-fluoro 2,4-dinitro-benzène. 1-fluoro 2,4-dinitro-benzène. Ou bien le réactif de Sanger. Souvenez-vous de ça. Le réactif de Sanger, c'est le 1-fluoro 2,4-dinitro-benzène. Le voilà, le fameux réactif de Sanger. Réactif de Sanger, vous voyez ici. D'accord? Donc, réactif de Sanger, c'est celui-là. Donc, c'est le 1-fluoro. Vous voyez ici, vous avez 1 fluor. Position 1, 1 fluoro, 2, 4, dinitro, 1 fluoro, 2, 4, dinitro, benzène. Ça, c'est benzène, tout simplement. D'accord? Ce réactif de Sanger peut réagir avec la fonction amine d'un acide aminé, d'accord? Et former ce qu'on appelle un dérivé 2,4-dinitrophénylé acide amine. 2,4-dinitrophénylé acide amine. Un dérivé 2,4-dinitrophénylé acide amine. D'accord? Donc, N-arrivation, c'est quoi? C'est la substitution de H. Vous voyez ici, c'est la fonction amine ici. Ce H-là va être enlevé et va être remplacé par ce groupement-là. Donc, c'est la substitution d'un groupement H, de la fonction amine, par un groupement arrêt qui est aromatique. Dans ce cas, c'est ce composé, le composé de Sanger. Donc, le fluoro, le FDNP, le réactif de Sanger, réagit en milieu alcalin et à chaud avec les fonctions amines, les aminoacides, pour former ce qu'on appelle des dérivés N-2,4-dinitro-phénylé. Vous allez me demander pourquoi je comprends ce réactif-là. Quelle est l'importance de ce réactif? Eh bien, tout simplement, ce réactif-là, il est très coloré, il est coloré en jaune, il est très coloré. Donc, quand on fait réagir un acide avec ce composé, avec ce réactif, nous se transformons en un composé très coloré en jaune, qui est facilement détectable, surtout en chromatographe. D'accord? Donc,
quelque sorte, c'est une manière de colorer les acides aminés. D'accord? Pour pouvoir les identifier chromatographiquement. D'accord? Très bien. Ce dérivé-là est facilement identifiable par chromatographie et il est dosé par spectrophotométrie, ça nous permet aussi de le doser. D'accord? Donc, si on va doser indirectement l'acide aminé. D'accord? Donc, ça, au réactif de Sanger, on va le revoir lorsqu'on va voir le séquençage la détermination de la séquence d'une protéine énergétique. On va voir sur la réactif de Sanger. Donc, souvenez-vous de ça, mettez-le en tête et on va le revoir quand on va voir le séquençage des types. D'accord? Très bien. Donc, cette réaction-là a permis à Frédéric Sanger, c'est pour ça qu'on l'appelle Sanger, à établir la première structure primaire d'une protéine d'insuline. D'accord? Donc, c'est grâce à ce réactif de Sanger, donc Sanger, c'est grâce à ce réactif-là qu'il a pu savoir l'insuline, de quoi elle est constituée en acide aminé. Quelles sont les constituants de l'insuline? D'accord? Donc, on va voir par la suite comment on va faire le séquençage, comment on va utiliser ce réactif de Sanger pour déterminer la structure des structures primaires des protéines. D'accord? On a compris? S'ils ont tous en information, mais il y a des astuces. Il y a des astuces qu'on va utiliser pour détecter le type d'acide aminé et leur ordre, grâce au réactif de Sanger. Okay. Parfait. On continue, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la densylation. On a vu l'acylation, l'annihilation, et maintenant on va voir la densylation. Quel est le réactif qu'on va utiliser pour densifier en quelque sorte l'acide aminé? C'est ce réactif-là. C'est ce qu'on appelle le chlorure de densil. Chlorure de densil. Le voilà, le chlorure de densil. C'est celui-là. Donc, l'action du chlorure de densil, qui est le 1-diméthylaminonaphtalène, donne un DNS aminoacide. Donc, quand on va le réagir avec la fonction amine, il va nous donner DNS aminoacide. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais vous allez comprendre le sens de tout ça quand on va voir le C. Ça va nous aider. Okay? Donc, on va avoir DNS aminoacide. Ce DNS aminoacide, la même chose comme pour le composé qu'on avait vu tout à l'heure. Ce composé-là, il n'est pas coloré cette fois-ci, mais il est fluorescent, de la même manière. Il n'est pas coloré en jaune, mais il est fluorescent. Donc, cette fluorescence aussi, on va l'exploiter pour étudier les séquençages des protéines et des mots. D'accord? Souvenez-vous de ça aussi. Ok? Très bien. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la carbamylation. Carbamylation. Donc, le réactif qu'on va utiliser pour carbamyler, c'est le phénylthioisocyanate. Le phénylthioisocyanate. On appelle aussi réactif Deadman. Le voilà, le phénylthioisocyanate, c'est celui-là. Donc, il va réagir avec l'acide aminé pour former ce composé-là. Donc, vous voyez ici, l'azote de l'acide aminé va réagir avec le carbone du phénylthioisocyanate pour former ce composé-là. Donc, la carbamylation avec le phénylthioisocyanate à un pH basique donne un dérivé qu'on appelle le PTH aminoacide. Ce n'est pas celui-là. On va voir ce que c'est que le PTH aminoacide. Lui-même, il est facilement séparable par chromatographe et un peu comme UV. Donc, ce PTH aminoacide, lui-même aussi, comme vous le composez, il absorbe en UV, donc il est facilement identifiable. D'accord? Donc, on pourra le détecter. Donc, vous voyez cette réaction-là. Donc, vous voyez ici le phénylthioisocyanate. Il réagit avec l'acide aminé pour former ce composé-là. Mais ce composé, cet acide aminé-là, si vous remarquez, il est libre, il n'est pas lié à un acide aminé. Vous voyez ici, son COH, il n'est pas lié à un acide aminé. Donc, dans le cas où l'acide aminé, il est libre, il va nous donner ce composé-là. Dans le cas où l'acide aminé est libre, il nous donne ce composé-là. Mais quand l'acide aminé, il est dans une chaîne de Tibik, il est lié à un acide aminé, par exemple, il se retrouve à l'intérieur d'une chaîne de Tibik. Par exemple, vous avez une chaîne de Tibik, et celui-là, c'est le premier acide aminé. Le premier acide aminé, ce qu'on appelle aussi l'acide aminé N-terminal. C'est le premier acide aminé, ensuite, il est lié à d'autres acides aminés. Si celui-là, c'est le premier acide aminé du cycle, on va se retrouver dans ce composé-là. Vous voyez ici, c'est le premier acide aminé, deuxième acide aminé, et ainsi de suite. Donc, si on fait réagir le phénylthioisocyanate avec ce premier acide aminé, ici, qu'est-ce qu'il va faire?
il va en quelque sorte former ce composé-là et il va retirer l'acide aminé de la chaîne lipidique. Il va l'enlever, il va arracher cet acide aminé de la chaîne lipidique. Donc il va nous donner, vous voyez ici par exemple, vous avez un peptide à un acide aminé. Quand vous allez le faire réagir avec le phénylisglycosane, le phénylisglycosane, ce qu'il va faire, il va réagir avec le premier acide aminé et il va l'arracher de la chaîne lipidique. Donc on aura ce qu'on appelle le PTH aminoacide, ce composé-là, voilà, le PTH aminoacide qui est enlevé, et vous aurez le reste de la chaîne lipidique qui est toujours nourri, mais dont on a arraché un acide aminé. D'accord? Très bien. On va identifier ce composé qui est le PTH aminoacide, on pourra par la suite l'identifier pourquoi parce qu'il absorbe dans l'UV. D'accord? Très bien. Si on refait la même réaction, avec ce qui reste du peptide, on va avoir la même chose. Ce composé-là va réagir avec le premier acide aminé, on va l'arracher du peptide et ainsi de suite. Donc, voici ce qu'on va faire. À chaque fois qu'on fait réagir le réactif delta, on va pouvoir identifier l'acide aminé interminable, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on finisse la totalité de la chaîne lipidique. Et à ce moment-là, on aura de quoi reconstituer la chaîne lipidique. D'accord? C'est ce qu'on appelle la dégradation récurrente d'Edman. La dégradation récurrente d'Edman. Donc la réaction avec l'acide aminé terminal d'une protéine, à un acide aminé par exemple, libère un PTH aminoacide. Et une protéine amputée de son acide aminé interminal, donc il va rester N-1 aminoacide. En répétant cette propriété, cette réaction, à chaque fois on va arracher un acide aminé, on va identifier jusqu'à ce qu'on termine la protéine. Donc c'est ça ce qu'on appelle le séquençage d'Edman, ou bien la dégradation récurrente d'Edman. On va le voir aussi lorsqu'on va faire le séquençage des protéines. On va le voir aussi. D'accord? Maintenant, le plus important, c'est de savoir que la fonction amine d'un acide aminé peut réagir avec le réactif d'Edman. C'est ce qu'on appelle la carbamylation. D'accord? Est-ce que c'est compris? Très bien. Maintenant, une autre propriété, c'est la désamination. Désamination, c'est la désamination. Désamination, comme pour la décarbonylation, c'est simple, c'est un acide aminé dont on va lui enlever sa fonction amine. Donc voilà, vous avez un acide aminé, on va lui enlever sa fonction amine. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, contrairement à la décarbonylation, la désamination, c'est ce qu'on appelle une désamination oxydative. C'est une désamination oxydative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enlever la fonction amine et on va le remplacer par un oxygène. D'accord? Donc ici, on va oxyder l'acide aminé. Vous voyez ici, donc l'acide aminé, il est là. Il va se transformer en ce composé. Vous voyez que l'acide aminé a été remplacé par une fonction cétane. Une fonction cétane, c'est une oxydation. Et au passage, il va y avoir formation d'une imine. Donc, tout d'abord, formation d'une imine. Ensuite, cette imine va se détacher pour être remplacée par une fonction cétane. C'est ça, c'est la désamination oxydative. Cette réaction-là se fait par des désaminases. Comme pour les décarboxylases, on a des enzymes qu'on appelle des désaminases. D'accord? Très bien. Maintenant, une autre réaction qui est aussi très importante, c'est la réaction avec la nitrine. Il y a une nitrine. Donc la nitrine, c'est un composé chimique, d'accord, qui va réagir avec la fonction amine des acides aminés et qui va nous donner aussi des acides aminés colorés. D'accord? Donc, tous les acides aminés primaires, vous savez que tous les acides aminés ont une fonction amine primaire. Donc, tous les acides aminés sont la protéine. Vont nous donner une coloration qui est une coloration violette, avec la ligne. Le reste, ça veut dire la protéine, va nous donner une réaction ou bien une coloration qui est jaune, avec la ligne. D'accord? Tout simplement. Donc voilà, c'est très compliqué, donc il faut savoir seulement la coloration, on n'est pas obligé de connaître la structure. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on va passer aux propriétés liées à la chaîne maternelle.